que j'ai eu sur titre, puisque à l'époque, il était plus disponible pour les gens qui venaient de la fac. Bah, j'étais allé chez Gilbert Joseph à Paris, donc c'est des boutiques de livres, et je voulais préparer donc le concours. Et je rentre, je dis voilà, est-ce que vous avez des livres pour me permettre de préparer le concours de Normal Sup? Et la vendeuse me dit vous fatiguez pas, vous l'aurez pas. Cash, hein, pleine tête, comme ça. Elle dit vous fatiguez pas, vous l'aurez pas. Bon. Donc là, voilà, première situation, une personne qui vous dit, qui vous dit ce que vous valez. Moi, c'est une putain de libraire. Là. Je veux dire, j'ai rien contre les libraires, mais là, en l'occurrence, elle n'est pas placée. Elle a aucune légitimité pour me dire si j'aurai ce concours ou pas. Elle me connaît pas, mais elle arrive, elle me dit, vous fatiguez pas, vous l'aurez pas. Et toute votre vie, vous allez recevoir ça. C'est-à-dire que réellement, le développement personnel, il y a beaucoup de rentiers en France qui considèrent que c'est pas bien. Et je les comprends, parce que les rentiers qui sont issus donc de la noblesse des concours. Non, mais c'est vrai, c'est la noblesse. C'est-à-dire que, vous savez, la France n'a pas aboli les privilèges, elle les a simplement redistribués par concours. Donc, on a des privilèges en France, simplement, ils sont plus issus de la noblesse classique, ils sont issus de la noblesse de Polytechnique, de Normal Sup, de l'ENA, etc. Et tous ces gens-là, qui sont des rentiers, ils veulent absolument pas que les gens se forment eux-mêmes, surtout pas. Ils veulent que les gens restent dans la même hiérarchie, il y a une colonne à décanter, parce que, si vous voulez, c'est exactement comme en pétrochimie. Quand vous extrayez du pétrole brut d'un puits, vous avez une colonne de décantation avec différents niveaux de qualité du pétrole qui va du léger jusqu'au kérosène, etc. Et les humains, c'est pareil. C'est-à-dire que la société éducative en France, elle vous dit, voilà, les humains, c'est le pétrole de la nation sur le plan intellectuel. Au sommet, sur la partie la plus légère, on a les polytechniciens, on a les énarques, etc. Et puis en dessous, on a ceux qui n'ont pas pu être reconnus par ces écoles-là. Et on veut surtout pas que ces gens-là prétendent avoir un niveau supérieur aux polytechniciens. Or, il y a des sociétés pour qui c'est normal. Les États-Unis, par exemple, sont une société, et c'est par hasard si la société américaine encense le coaching, c'est-à-dire que maintenant, on a même les plus prestigieuses universités américaines, comme Yale, qui, pendant le confinement, se mettent à faire des publicités pour des cours de coaching. C'est quand même impressionnant. On a Yale, qui est une des top 5 meilleures facs des États-Unis, ils font des cours de coaching, les mecs. Ils disent oui, oui, c'est très bien que vous ayez confiance en vous et que vous soyez en permanence en train de développer vos propres capacités intellectuelles par vous-même, sans vous fier à ce que les gens ont dit des limites de vos capacités ou pas. Ça, ce sont des sociétés en général qui ont une grande capacité d'adaptation. Et Dieu sait que la société américaine a une grande capacité d'adaptation. Mais la société française, qui est sclérosée sur ses privilèges, eh bien, évidemment, il n'y a qu'à voir, elle réagit de façon très vigoureuse à cette nouvelle tendance. Alors, comme je vous le disais, la totalité de mon mentor show, de mon cours, il est basé sur la personne de Richard Francis Burton, qui est un de mes héros et un de mes mentors. On peut avoir des mentors vivants et des mentors morts. Moi, comme mentor vivant, j'ai Gunther Pauli, qui a suivi exactement le même parcours. Il suffit de voir. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais, mais vraiment au grand jamais dans sa vie, laissé qui que ce soit déterminer ce qu'il valait. Jamais. Et c'est vraiment la leçon la plus fondamentale. Hein. Je vous donne la loi de Wittgenstein pour que vous puissiez éclater intellectuellement quelqu'un qui vous dira ah oui, oui, c'est ça. Non, non, ok, il y a un philosophe que tu connais pas parce que toi qui me juges, tu n'as pas de culture. Il s'appelle Ludwig Wittgenstein et il a dit si jamais tu utilises une règle pour mesurer une table, tu pourras utiliser la table pour mesurer la règle. Je suis plus important qu'une table et je m'utilise moi pour mesurer ta règle à toi et pour démontrer que ta règle à toi ne vaut rien. Gunther a fait ça systématiquement. Ça, c'est donc le premier point. Ne laissez personne vous juger. Et c'est ce que disait aussi mon mentor, Richard Francis Burton. Bon. Justement, ouais. pour rebondir sur ce point, c'est vrai que depuis notre tendre enfance, on nous met un petit peu comme ça dans des cases. Et c'est un petit peu conditionné tout ce qu'on devient par la suite si on ne travaille pas sur nous-mêmes. Comment tu fais, toi, parce que peut-être que tu n'as pas toujours eu la réussite que tu as aujourd'hui, comment tu as justement fait pour te libérer un petit peu des pensées néfastes, des pensées négatives, que parfois on peut s'infliger nous-mêmes. Si tu as un petit... pour commencer à sortir justement. Là, on va rentrer dans mon... On va rentrer dans mon deuxième conseil. Et je vois aussi que sur le chat, il y en a qui parlent de la procrastination. Je mentionnerai ça aussi dans les réponses aux questions. Donc, notez bien pour l'équipe la question comment lutter contre la procrastination. Ça, je serais ravi d'y répondre dans les questions à la fin. Parce que... ouais. Donc, les pensées limitantes, les pensées négatives, la meilleure façon de lutter contre elles, c'est de les matérialiser. C'est d'imaginer... Alors, au passage, c'est ce que font beaucoup de gens à l'armée.
C'est des méthodes qui marchent, mais à l'armée, ils le font pour les habitudes. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu un mauvais geste de sécurité avec son fusil, et ben, immédiatement, on va lui faire porter, alors en Russie par exemple, ils lui font porter un énorme fusil en plastique géant pendant toute la journée pour que voilà, le type se rende compte de la conséquence. Et si vous avez vu le film américain Full Metal Jacket, vous voyez la même chose, c'est-à-dire à un moment, on a l'engagé qui se fait appeler, enfin que le sergent appelle Baleine. Il ne suit pas la procédure de sécurité sur son fusil, et donc c'est très dangereux, il risque de buter quelqu'un. Et pour le punir, ils le font marcher derrière le régiment en suçant son pouce, avec son fusil sur l'épaule, en le tenant par le canon. Alors ça a l'air extrême, puisque là c'est le cas de l'armée, puisqu'il y a des vies en jeu, etc. Donc c'est vrai que c'est important d'être sûr que la mauvaise habitude est sortie de la tête des gens. Mais en réalité, comme l'ont dit tout un tas d'entraîneurs, en particulier sportifs, vraiment aucun humain à aucun moment dans sa vie n'a de pire ennemi que lui-même. C'est une réalité. C'est pas un poncif philosophique. C'est une réalité absolue. Aucun humain n'a de pire ennemi que lui-même. Moi, par exemple, j'ai tout un tas d'ennemis. Mais ces ennemis ne peuvent avoir un impact sur moi que si je les laisse faire. Et c'est quelque chose qui est fondamental et auquel, je dois l'avouer, l'école ne m'avait absolument pas préparé. Puisque l'école m'avait préparé à l'idée que ce que l'autorité dit sur toi, c'est la vérité. C'est tombé du ciel, c'est comme ça. Et si tu oses contredire ce que l'autorité dit sur toi, grand Dieu, que Dieu te protège. Enfin, c'est catastrophique. Bon. Et puis, c'est vrai que souvent, c'est aussi comme ça qu'on reproduit un petit peu le modèle de nos parents, quoi. Ah ben totalement. Totalement. Nos parents nous disent, voilà, t'es mauvais en maths parce que papa était mauvais en maths, c'est comme ça. Bon. Donc, la première chose, se libérer totalement du système. Mais pour répondre vraiment à cette notion importante, comment chasser les idées limitantes et négatives, la première chose, c'est de les matérialiser. Alors, je vais prendre un petit exemple. J'ai un galet juste à l'autre bout du bureau. Laissez-moi le choper. Je pars pas, je suis là. Tac. Bon, vous voyez cette... imaginez, donc ça c'est un petit galet standard. Imaginez, je vous oblige à le porter sur vous pendant 6 mois. Tout le temps, même sous la douche, tout le temps. Vous dormez avec. Bon, c'est un petit galet, hein. Il n'est pas dingue, quoi. Bon. Mais rien que ça va vous emmerder. Rien que ça va vous emmerder. C'est un petit galet qui doit peser 35 grammes. Si je vous dis, tu vas porter ça 6 mois, en tout temps, évidemment, mentalement, vous n'allez pas le porter, parce qu'il y a des moments où vous allez quand même l'oublier. Imaginez, vous le scotchez sur votre omoplate, ou que sais-je. À un moment donné, il ne sera pas dans votre tête, mais 6 mois à porter ça, vous considéreriez que ce serait de l'abus psychologique, de l'abus mental, de l'abus même physique en réalité. Bon. Dites-vous bien que les pensées que vous trimballez, je ne suis pas capable, mon patron va me dégommer, je n'ai pas le niveau pour telle tâche, ça ne va pas marcher, j'ai les emmerdes administratives ou autres, voilà, bon. Ce petit galet de 35 grammes, c'est que dalle à côté d'une pensée limitante. Vraiment que dalle. Une pensée limitante, vous entrez plutôt dans quelque chose qu'on pourrait mesurer en kilos. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je parle de kilos. Je vous ai dit, le secret, c'est de matérialiser sa pensée. D'après les soufis d'ailleurs, mais d'après les bouddhistes aussi, la définition absolue de l'autre monde, par rapport à ce monde-là, c'est que dans ce monde-là, nos pensées ne se réalisent pas instantanément. Et que dans l'autre monde, si. Alors, ayant suivi moi-même une cérémonie de l'ayahuasca, où c'est exactement ce qu'on voit, dans une cérémonie de l'ayahuasca, ce que vous voyez, c'est que vos pensées se réalisent devant vous. Alors, vous pensez à un truc négatif, c'est devant vous. Vous pensez à un truc positif, c'est devant vous. Et c'est ça la différence entre l'enfer et le paradis. Si vous entrez, selon les soufis et selon les bouddhistes, dans l'autre monde en ayant des pensées négatives, vous êtes en enfer. Voilà, vous êtes en enfer. Si vous y entrez en ayant des pensées positives, vous êtes au paradis. Et pour les bouddhistes, mais aussi les hindouistes, c'est la définition stricte du paradis et de l'enfer. Et c'est pour ça que les soufis, les bouddhistes, les hindouistes, les hassidim, les franciscains disent tous la même chose, disent on peut créer le paradis et l'enfer sur cette terre. Donc je vais même aller encore plus loin sur l'idée de porter sur soi.
Et est-ce que tu peux nous faire aussi après un petit exemple de comment tu t'y prends? Par exemple, je sais pas, je ne suis pas capable d'accomplir ce projet. Donc par exemple, moi j'ai un stylo. Qu'est-ce que je dois faire avec mon stylo? Quelle serait la procédure pour matérialiser tout ça? C'est-à-dire que c'est Alors, j'ai vu de tout. Je vais répondre à cette question. Rappelle-la moi juste après. Je voulais juste citer l'exemple de Sean Connery. Puisque, bon, bah, une très bonne source d'influence sur le coaching et le mentorat, c'est d'étudier des vies humaines. Les biographies sont vraiment d'excellentes sources d'inspiration. La biographie de Churchill, la biographie de Richard Francis Burton, tous ces gens-là. Mais vous prenez donc le cas de Sean Connery, c'était une racaille de Glasgow. Le mec, il livrait du lait, il se tapait dans la rue, il avait un accent à couper au couteau. Enfin, jamais il se serait dit de près ou de loin qu'il pourrait devenir un personnage de cinéma connu. Jamais. Et en plus, il a eu des problèmes de santé. Bon. Et donc, Sean Connery, quand le producteur l'a casté comme James Bond, il l'a fait dormir avec son costard. Ça, c'est le point super important. Il lui a fait tailler un costume sur mesure, bien entendu. Et une fois qu'il avait ce costume, au départ, bah, il avait beau être sur mesure, il n'était pas à l'aise dedans, parce qu'il n'avait jamais porté de costume. Sean Connery, c'était vraiment, j'insiste, une racaille de Glasgow. Et il lui a dit, la seule façon de faire en sorte que tu sois naturellement à l'aise dans ce costume, c'est que tu dormes avec. Donc, il l'a fait dormir avec son costard 3 pièces pendant des semaines. Et c'est rentré dans sa tête au final. C'est-à-dire que c'est devenu standard pour lui de porter le costume. Et encore aujourd'hui, Sean Connery est cité comme le plus grand acteur à avoir jamais joué James Bond. Même Daniel Craig dit que c'est lui le premier. Donc, voilà un exemple de matérialisation des pensées positives plutôt que les pensées négatives. Maintenant, pour répondre à ta question, tu disais que tu avais un stylo. Et j'ai vu de tout, même pour les athlètes. J'en ai vu qui se marquaient sur la main, tu peux le faire. J'en ai vu qui se marquaient sur la main, rappelle-toi que tu peux le faire. Donc, c'est la fameuse méthode Coué. Hein, et c'est tout à fait exact. C'est pas du tout quelque chose, même si on considère ça comme un cliché souvent, ce n'est absolument pas un cliché. C'est quelque chose qui fonctionne réellement, aussi bien à l'armée, donc dans des questions de vie ou de mort. Hein, c'est pour ça que je cite certains entraînements militaires. C'est pas tant parce que j'ai une admiration pour le monde militaire, mais c'est que c'est un environnement professionnel qui est censé faire face à la mort de façon assez régulière. On pourrait prendre les pompiers aussi de la même façon. Mais les athlètes de haut niveau font la même chose. Vous regardez la biographie de Mohamed Ali, et je prépare avec Mathieu un prototype de prochain mentor show sur ces sujets-là, comment s'inspirer des très grands boxeurs pour aller plus loin par rapport au premier cours que j'ai fait à Mentor Show. Bah, quand vous prenez la biographie de Mohamed Ali, vous avez une pureté absolue en matière de confiance en soi. Une pureté. Il a une confiance en lui chimiquement pure. Ce qui est exceptionnel. Hein. C'est rarissime de voir ça. Vous le voyez que chez les plus grands champions. Et cette confiance en lui naît du fait qu'il n'avait pas du tout confiance en lui au départ. C'est-à-dire que réellement, c'est un combat contre lui-même. C'est pas une illusion. C'est pas un gosse de riche qui se dit mais enfin, je suis le fils de Donald Trump, évidemment que je vais tout réussir. Non, non. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu où on lui a jamais rien donné et qui n'arrête pas de se répéter systématiquement « je vais tous les démonter » avec une fréquence extraordinaire. Donc vous regardez la confiance en lui qu'avait Mohamed Ali dans ses interviews dans les années 60, quand il vous dit « mais évidemment que je vais exploser Sonny Liston », et le type, le journaliste lui dit « mais la cote des paris », donc on en revient à la mesure, hein, la cote des paris vous donne perdant à 7 contre 1. La cote des paris dit que si quelqu'un a mis de l'argent sur vous, il a une chance sur 7 de gagner, ce qui est vraiment faible et très inférieur à la moyenne. Il y a une chance sur 2. Hein. Et lui, il dit, mais j'en ai rien à foutre, je vais exploser Sonny Liston, qui était donc un champion du monde invaincu en poids lourd, et en plus avec une frappe ultra puissante, un type qui faisait flipper, quoi. Et il l'a explosé. Bon. Et j'ai vu ça chez Edgar Gros-Piron aussi, qui est un ami, qui a été triple médaillé olympique aux Jeux Olympiques d'Albertville. Tout le monde le donnait perdant. Hein. Même son coach disait, mais qu'est-ce que je fous avec toi? La seule raison pour laquelle je suis avec toi, c'est que le favori s'est désisté. Enfin, et lui a décroché ses 3 médailles d'or. Donc, matérialiser, ça, c'est le deuxième conseil.
Premier conseil, loi de Wittgenstein, ne laissez personne vous mesurer et considérez que c'est à vous de mesurer les mesures et pas l'inverse. Vous êtes bien plus qu'une table, et Wittgenstein disait que déjà une table a le droit de mesurer une règle, et bien dites-vous bien qu'un humain, il a le droit de mesurer la vérité de toutes les mesures qu'on lui lance. Ses cotes, ses notes, ses réussites antérieures, tout ça, vous avez la préséance sur toutes les mesures possibles de vous. Point. Et c'est ça aussi qu'on pourrait appeler la loi de Forrest Gump. Donc, je la répète, la loi de Forrest Gump, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions est intelligent. Point. Même si on lui a dit qu'il était idiot, même si tous ses potes, même si tous ses profs disent qu'il est idiot, quelqu'un qui prend les bonnes décisions est intelligent. Point. La seule mesure de l'intelligence, c'est la vie. Il n'y en a pas d'autre. Et quelqu'un qui a été considéré comme intelligent par tout le monde et qui prend les pires décisions dans l'histoire, bah, c'est un débile et puis c'est tout. Et ça, je pourrais vous en citer des tonnes dans l'histoire, à commencer par les généraux français pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient majors de promotion, qui étaient majors de Saint-Cyr, qui avaient les meilleurs CV du monde, et qui ont fait les pires conneries décisionnelles possibles. On ne pouvait pas faire pire que ce qu'ils ont fait. Ils ont fait systématiquement les pires décisions, alors qu'ils étaient majors de Saint-Cyr, alors qu'ils étaient bien notés. Donc, voilà déjà les deux premières leçons qu'on retient de mon cours, de ce webinaire, mais que je tiens en réalité de mes mentors. Alors justement, il y a des questions qui sont intéressantes et je trouve que ça rejoint vraiment un petit peu la méthodologie, les différentes étapes. Parfois, on se dit, au final, c'est des conseils assez simples, mais comment un petit peu désinstaller on va dire, toutes les fausses croyances, tout ce qui vraiment, tout ce qu'on a en soi, en nous, depuis le début, quoi. Alors, vous vous rappelez, dans Indiana Jones, il y a cette scène où on a cette statuette-là, et elle est sur un petit machin qui mesure le poids, et ce machin qui déclenche des pièges, si jamais il n'y a plus le poids de la statuette, eh ben, il déclenche tous les pièges du temple. Donc là, il y a Indiana Jones qui arrive avec son petit sac, là, tac, et puis il substitue la statuette avec ce sac. Ça, c'est une méthode qui était recommandée par Martin Luther King. C'est-à-dire que Martin Luther King disait c'est valable pour un individu, mais c'est valable pour les nations. Et il a décrit ça dans son discours du prix Nobel. Dites-vous bien que de la même façon, Martin Luther King, très bonne biographie à étudier, parce que lui aussi, bourré de croyances limitantes, non seulement la société américaine lui disait qu'il valait rien, on l'a accusé de plagiat pour son doctorat, dites-vous bien, et puis tout le monde lui disait que vraiment, il n'avait pas voix au chapitre. Or, il a gagné le motherfucking prix Nobel, le mec. Et c'est un des premiers noirs à l'avoir gagné. Je pense même que c'est le premier noir à avoir jamais eu un prix Nobel. Il faudra vérifier, mais je suis quasiment certain que c'est aussi le premier noir à avoir eu un prix Nobel. Et Martin Luther King, donc, quand il décrit l'évolution de la paix, ça c'est valable, donc je vous le dis pour le monde, mais c'est la même réflexion qu'il faut avoir pour l'individu. Il dit, voilà, au départ, quand Ulysse a voyagé en Méditerranée, eh bien, il voulait pouvoir entendre les sirènes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses matelots de l'attacher au mât du navire pour qu'ils puissent entendre les sirènes. Parce que les sirènes, elles chantaient tellement bien que tous les humains avaient envie de se jeter par-dessus bord et puis ensuite ils mourraient noyés. Et Ulysse a tenté ça, mais ça n'a pas marché. Il a dit à ses matelots, bouchez-vous les oreilles avec de la cire et moi, vous m'attachez au mât. Mais ça n'a pas marché parce que les matelots voulaient enlever la cire de leurs oreilles. Et là, c'est ce que décrit Martin Luther King, il a dit, l'idée qu'a eu Ulysse, c'est d'amener Orphée sur le bateau. Alors Orphée, c'est un demi-dieu dans la Grèce antique qui chante incroyablement bien. C'est-à-dire que ses chansons sont tellement extraordinaires que même les arbres tombent amoureux de lui, quoi. C'est ce qui est décrit dans la Grèce antique. Et donc, Martin Luther King dit cette idée d'Ulysse est très intéressante parce que la guerre, c'est les sirènes. Et nous, les humains, on est attirés par elle. Même si on la craint, même si on la regrette, on est attirés par elle. Il n'y a qu'à voir comment l'histoire est remplie de conflits armés. Mais soit on se dit, la paix, c'est l'absence de guerre, et de très grands géopolitologues comme Johann Galtung, c'est un des fondateurs des sciences de la paix, Johann Galtung, dit, bah non, la paix, c'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est quand l'activité chasse la guerre. C'est quand le positif chasse la guerre. C'est ce que dit Martin Luther King en disant, les gens ont pris Orphée sur leur bateau, les marins, enfin Ulysse a pris Orphée sur son bateau, et quand Orphée chantait, tout le monde se foutait des sirènes. Les sirènes, c'est vos pensées négatives. Elles veulent votre mort, hein. Soyez
particulièrement au clair avec ça. C'est ce que disait Constantine D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson. Ton esprit n'est pas ton ami. Alors ça, si vous pouvez retenir que ça, ton esprit n'est pas ton ami. Parce que c'est vrai, votre esprit n'est pas votre ami. Le salut des chrétiens, que la paix soit sur vous et avec votre esprit, bah, c'est un salut qui part du principe que ce n'est pas acquis, que la paix n'est pas forcément avec votre esprit, et que la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un, c'est qu'il y ait la paix dans son esprit. Votre esprit n'est pas votre ami. L'esprit n'est pas l'ami d'un sportif, l'esprit n'est pas l'ami d'un entrepreneur, l'esprit n'est pas l'ami d'un scientifique ou d'un savant. L'esprit est constamment en train de vous chuchoter à l'oreille que vous n'y arriverez pas. C'est constant. Ça se fait dans votre sommeil, ça se fait dans votre phase éveillée, ça se fait devant les défis. Votre esprit est constamment en train de vous dire « tu n'y arriveras pas ». C'est valable pour tout le monde. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas de croyances limitantes, il se fout de vous. Vous regardez pareil, donc j'insiste, hein, les biographies sont d'excellents supports techniques. Vous regardez la biographie de Roger Federer, c'est exactement ça. Avant d'être numéro 1 au tennis mondial, ce ne sont qu'une série de croyances limitantes qui n'arrêtent pas de lui dire « tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas et tu n'y arriveras pas ». Mohamed Ali, c'était la même chose. Edgar Gros-Piron, c'était la même chose. Alors, ce que disait donc Martin Luther King, c'est, on va l'interpréter comme ça, pour chasser une croyance limitante, lutter contre elle, c'est pas mal, c'est déjà bien. Mais la meilleure façon, c'est de la substituer par une autre. La meilleure façon, c'est de la substituer, parce que votre esprit, il a un empan, comme votre main. Il ne peut pas porter trop de pensées à la fois. Votre esprit ne peut pas porter trop de choses et de souvenirs et de pensées à la fois. Donc, de la même façon que ma main ne peut pas tenir un nombre infini de galets, il y a de l'espace dans ma main que pour un certain nombre de galets, si ma main est occupée par un galet noir, elle ne peut pas être occupée par un galet blanc. Donc on peut dire, je vais essayer de vider ma main du galet noir, la pensée négative, c'est pas mal. Mais rappelez-vous, même Harry Potter comprend ça. Et dans la culture populaire, on trouve des informations toujours intéressantes. J.K. Rowling, même façon, elle vit dans la pauvreté, elle est dans une situation catastrophique. C'est comparable d'ailleurs à The Rock ou à des gens comme Jean-Claude Van Damme, que j'aime beaucoup pour cette raison, parce qu'en termes de coaching, Jean-Claude Van Damme, c'est très impressionnant. On parle quand même d'un mec, et c'est là aussi que vous voyez les limites du monde académique, parce que le monde académique ne pourrait pas daigner porter les yeux sur Jean-Claude Van Damme. C'est oh, so vulgaire, so shocking, alors que d'un point de vue biographique, c'est quelqu'un d'extraordinaire. On parle d'un mec qui était au fin fond d'une vieille banlieue de Bruxelles, donc banlieue pauvre de Bruxelles, qui ne parle pas un mot d'anglais, et il se dit, je vais devenir une star d'Hollywood. Et il se répète ça tellement tout le temps, il mange, il boit, il dort, il chie en se disant qu'il sera une star d'Hollywood, qu'il y arrive, ce con. Il y arrive alors que tout le monde dit qu'il est débile, que tout le monde lui dit qu'il n'arrivera à rien, qu'il n'est pas plus qualifié qu'un autre. Des bodybuilders, il y en avait, des mecs qui avaient des ceintures noires, il y en avait. La seule différence, c'est que lui avait un mental qui était pur. Je ne vais pas dire mental d'acier, je vais dire pureté. Et c'est une loi que vous retrouvez même chez quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est Michael Baum, le fondateur de Splunk. Je vous le mets dans le chat aussi. Splunk, qui est une très belle société américaine qui est en train de battre Palantir. En passage, Palantir, c'est une société qui a tout un tas de problèmes et de conflits d'intérêts majeurs. Ce mec les a battus parce qu'il a toujours dit la clarté de vision a été mon plus grand cadeau dans la vie. La clarté de vision a été mon plus grand cadeau dans la vie. Donc, je reviens à Martin Luther King et à cette idée que le mieux, c'est de substituer. Et je reviens, je vous avais dit, j'ai parlé de Jean-Claude Van Damme, j'ai parlé aussi de J.K. Rowling, pareil, hein, une personne que le monde académique ne pourrait pas souffrir plus de 15 minutes. Bien, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, d'abord, personnellement, elle vit donc dans une pauvreté crasse, elle n'a même pas de quoi payer ses factures d'électricité, elle va au restaurant pour écrire Harry Potter parce qu'elle n'a plus d'électricité chez elle, et elle met dans Harry Potter une métaphore qui est très vraie et qui est très puissante. C'est l'histoire des détraqueurs et du patronus. Le détraqueur et le patronus. Alors, les détraqueurs, ce sont des monstres absolus qui ont comme particularité de sucer tous les bons souvenirs chez vous. Ils représentent chez J.K. Rowling la dépression, qu'elle a très bien connue. Elle a été dépressive, J.K. Rowling, elle a vraiment connu profondément la dépression. Et les détraqueurs représentent ça. C'est-à-dire ils aspirent des gens toute capacité à avoir une pensée positive. Donc une pensée positive comme un premier cadeau de Noël, un premier repas, enfin bon gâteau dont vous vous rappelez, un premier baiser,
un premier succès. On a tous des souvenirs positifs dans notre vie, tous. Même les mecs, les rescapés de guerre du Rwanda, ils ont des souvenirs positifs. Même les gars qui sont revenus des camps de concentration, ils ont des souvenirs positifs. On en a tous. Mais notre capacité à charger notre esprit avec, ça, c'est quelque chose qui dépend de nous. Notre capacité à dire, alors c'est ce que disait Platon avec sa métaphore du cheval blanc et du cheval noir, du chariot. Il disait notre esprit, c'est un chariot avec un cheval blanc et un cheval noir. Le cheval blanc, c'est notre raison, le cheval noir, c'est nos passions. Et il faut qu'on soit capable. Donc là, en l'occurrence, ma main gauche, c'est le cheval blanc qui dit, je vais charger volontairement ce bon souvenir, qui est le galet blanc, volontairement, je le mets dans mon esprit. Volontairement. C'est quelque chose que je fais. Et quand mon esprit, alors, cette main-là, c'est pas mon ami, on est d'accord, c'est mon esprit. Elle charge des trucs que j'ai pas envie de charger. Je suis le soir en train de dormir, je veux m'endormir. Elle me dit, au fait, si jamais ça foirait ton rendez-vous demain, qu'est-ce qui se passerait si jamais, c'est ces rêves à la con qui vous font vous rêver d'être tout nu, etc. Ça, c'est votre esprit, c'est pas votre pote. Lui, si vous l'occupez pas avec des pensées positives, il va vous charger les pires saloperies de votre subconscient. Il est là pour ça, vous inquiétez pas. Donc, c'est à vous de faire cet effort de dire, esprit, tiens, vas-y, prends ça, ça va t'occuper. Et c'est exactement ce que J.K. Rowling fait dans sa métaphore du Patronus. Donc, dans Harry Potter, vous avez cet épisode où Harry apprend à invoquer un Patronus. Et un Patronus, c'est donc un esprit qui se nourrit des pensées positives. Et il prend une forme différente selon les gens. Donc, pour Harry Potter, c'est un cerf. Et c'est un animal d'argent éthéré, donc il est vaporeux, c'est un esprit, qui chasse par sa lumière les pensées négatives des détraqueurs. C'est tout à fait juste comme métaphore. J'insiste, c'est tout à fait juste. L'esprit qui veut votre perte, il est là. Si vous n'avez pas fait en sorte de lui avoir donné quelque chose à faire, de lui avoir donné des devoirs, il va vous tuer. Il va vous charger tous les scénarios possibles de votre échec. Il va vous les faire à l'envers, à l'endroit, il va tous vous les charger. Donc, c'est votre exercice concret, c'est d'avoir une liste. Vous pouvez l'écrire, cette liste. Dans le cas d'Harry Potter, le Patronus ne peut s'invoquer que si on a une pensée très positive, puissamment positive. Et vous ne pouvez réussir le sort d'invocation d'un Patronus que si vous avez une pensée puissamment positive. C'est exactement ça dans la vraie vie. Vous ne pouvez chasser le galet noir que si vous avez fait une liste de galets blancs que vous pouvez charger dans votre esprit. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, si vous n'avez pas une liste rapide de galets blancs auxquels vous pouvez réfléchir et que vous n'avez pas appris à les placer dans votre esprit, au moment où tout va mal, eh ben votre esprit va vous battre. Et c'est ça les pensées limitantes. Les pensées limitantes, ce n'est que ça. Et c'est tout. Les pensées limitantes, c'est juste le souvenir de la maîtresse qui vous a dit tu peux pas. T'as pas le niveau pour les maths, sors de ma classe, t'es nul, etc. C'est tout. Ça forme un galet noir. Une situation, si vous n'avez pas assez de galet blanc, si vous considérez que votre compte courant en galet blanc, il n'est pas assez chargé parce que vraiment, admettons, vous avez eu la pire vie de votre existence, bon, j'y crois pas trop. Hein. Pour être honnête, encore une fois, moi j'aime beaucoup les biographies et j'étudie les biographies des vainqueurs. Et des mecs qui viennent de la plus sordide misère et de la plus sordide, répétition de ségrégation, en fait. Hein. Je parle de Sonny Liston, donc très grand boxeur, qui a été battu, cela dit, par Mohamed Ali. Mais des gens qui viennent de la ségrégation, donc la ségrégation, il n'y a pas pire comme croyance limitante. Hein. C'est vraiment là, tous les jours, il y a la société qui vous dit tu n'as pas le droit de t'asseoir à cette table, tu n'as pas le droit de t'asseoir dans ce bus, tu ne peux pas rentrer dans cet hôtel, et si jamais tu te baignes dans cette piscine, je vais changer l'eau. Enfin, là, vous êtes quand même à un level de croyance limitante. Et si des gens se sont sortis de ça, vous pouvez aussi. Mais si vous considérez que vous n'avez pas un compte courant en galet blanc qui est suffisamment grand, ça peut arriver. Eh bien là, on rentre dans le troisième grand conseil de ce webinaire. Offrez-vous des victoires faciles. Ça, là aussi, ça a l'air cliché, mais il faut vraiment se méfier des gens qui dégagent d'un revers de la main des conseils profonds. Je crois que c'est Kennedy qui a dit, non, c'est Eisenhower qui a dit « Tous les grands messages de l'humanité ont été des messages simples ». Et une des autres impostures de l'école et du monde académique, c'est de vous faire croire que la valeur d'une chose dépend de sa complexité. C'est de vous faire croire que si le message est complexe, là, c'est quelque chose de sérieux. Et ce n'est absolument pas vrai. Et là encore, la raison pour laquelle aux États-Unis, le coaching est aussi respecté, c'est qu'en fait, le coaching et l'enseignement académique aux États-Unis sont en phase
sur le fait que la simplicité est une vertu. Et des grands prix Nobel comme Richard Feynman aux États-Unis ont fait aussi les cours les plus simples et les plus clairs. Et bien sûr, Einstein, comme on le sait, j'ai la chance de faire ce webinaire, je le fais, il se trouve, je le fais dans l'appartement mitoyen du premier appartement d'Einstein. C'est un cas de l'histoire. Je me trouve là, vous prenez le mur qui est en direction de mon doigt, qui est opposé à ce mur-là. Derrière le mur qui est en direction de mon doigt, il y a le premier appart d'Einstein à Berne, en Suisse, quand il est arrivé. Et là où il a écrit parmi ses travaux les plus importants. Je ferme la parenthèse. Mais Einstein disait donc, si vous ne savez pas expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas compris vous-même. Et ça, c'est très puissant, et c'est quelque chose sur lequel le bon monde académique, l'américain, s'entend avec le coaching. Donc, cette idée réelle que s'offrir des victoires faciles est une vertu, bah, croyez-moi, c'est profondément vrai. C'est-à-dire que ce soit Alexandre le Grand ou Hannibal ou le commandant Massoud en Afghanistan contre les Russes dans les années 80, systématiquement, et puis le général Giap, qui est un des plus grands généraux de tous les temps et qui a battu les meilleures armées du monde au Vietnam, il a battu juste les Français, les Américains et les Chinois, dans une seule vie, ce mec, hein, avec une armée de guérilla qui n'avait même pas de support aérien. Et bien, systématiquement, tous les grands leaders de guerre vous disent, une armée qui n'est pas expérimentée, vous devrez lui offrir des victoires faciles. Et plus vous lui offrez des victoires faciles, plus elle s'aguerrit, et plus elle est capable d'obtenir des victoires difficiles. Donc, de la même façon qu'un escalier, ça ne fait pas qu'une seule marche, n'essayez surtout pas, quand vous voulez apprendre un nouveau domaine, de vous concentrer sur ce que vous ne savez pas. Je vais vous faire une confidence. Je regardais dernièrement sur un site que j'aime beaucoup, c'est Quora. Il posait une question, est-ce que les équations, quelqu'un disait les équations mathématiques, ça me fait peur. Et en fait, est-ce que c'est normal pour les mathématiciens pourquoi les mathématiciens n'ont pas peur? C'est ça la question. Et un mathématicien professionnel, un mec qui a un PhD de maths, lui répond, monsieur, j'ai peur de mes propres équations. C'est-à-dire que quand j'écris une équation de maths dans un article, j'arrive pas à la relire. Et j'ai un PhD, je suis docteur en motherfucking mathématiques. Pardon d'utiliser de la vulgarité, mais c'est vraiment pour que vous reteniez. Je suis docteur en mathématiques, mes propres équations me font peur. Quand je relis mes notes, il y a encore cette petite voix dans ma tête qui me dit « tu n'y arriveras pas ». Ce mec est docteur. Cette voix existe encore. Donc, c'est pas tant de se dire que cette voix n'existera jamais, elle existera toujours. Les plus grands matheux, ceux qui ont eu la médaille Fields, vous disent il y a des équations qui me font peur. Il y a des moments où je me sens bloqué. Les plus grands. Même Cédric Villani écrit ça dans son bouquin. Donc, si vous voulez, cette idée que les victoires faciles sont nécessaires pour rentrer dans un nouveau sujet, c'est vrai tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie, trouvez-vous des victoires faciles. Et c'est là que vous voyez la différence entre les bouquins américains. Je mentionnais ça dans mon cours Mentor Show. Un bouquin américain versus un bouquin français pendant la guerre froide. Les bouquins russes étaient bons aussi. En mathématiques, le bouquin français, premier exercice, un piège. Deuxième exercice, un piège. Troisième exercice, un piège. Tu as l'impression que le bouquin se moque de toi, quoi. Et au bout d'un moment, c'est censé sélectionner les gars qui peuvent prendre le plus de tatanes dans la gueule et ça vous donne le top 1%. Non pas des gens les plus intelligents, pas du tout. Des gens les plus résilients. Des gens qui sont prêts à prendre des coups, pas de problème. Bon. Et ça ne donne pas forcément les meilleurs, hein. Vous prenez, c'était le grand débat entre Athènes et Sparte. Sparte, évidemment, était réputé pour avoir un programme d'entraînement militaire particulièrement violent. Bah, ils se sont fait battre par Thèbes. Et Thèbes, c'était plutôt l'hédonisme, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à l'époque, Thèbes avait même un régiment d'homosexuels en couple. Donc c'est juste pour vous dire le niveau de, comment dire, de jouissance, d'hédonisme, on n'a pas un entraînement militaire de grand malade non plus, on prend du plaisir, quoi, tel que les Grecs le concevaient à cette époque, que pouvaient avoir les Thébains. Et ils ont quand même éclaté les Spartiates. Donc c'est un grand débat, hein, sur est-ce que les meilleurs soldats sont ceux qui ont l'entraînement le plus violent, et pareil pour les scientifiques, pareil pour les entrepreneurs, pareil pour ce que vous voulez. Les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs scientifiques, les meilleurs soldats ne sont pas du tout ceux qui ont l'entraînement le plus violent, ce sont ceux qui ont l'entraînement le plus intelligent, et ce n'est pas la même chose. Mais donc, donnez-vous des victoires faciles. Donc les bouquins américains en maths, par exemple, à l'époque, exercice 1, je ne plaisante pas, c'était combien font 1 plus 1.
Bon, c'est une vanne, évidemment, c'est genre, regardez, ouais, vous savez faire une addition, bah, très bien. Vous savez faire une addition, alors je vous emmène à l'étape suivante. Et ensuite, 2 lignes de cours sur les nombres complexes, et 1 plus i, bah, sachez que c'est un nombre qui existe, etc. Et de fil en aiguille comme ça, de victoire en victoire, ils arrivent à un macro-succès. Et c'est ce concept que je voulais vous rappeler, qui est présent dans mon cours, micro-succès, macro-succès. Les jeux vidéo, la raison pour laquelle ils fonctionnent, c'est qu'ils offrent des micro-succès, ils offrent des succès faciles. Et de succès facile en succès facile, on arrive à la fin du jeu. Alors, il y a des moments difficiles, il y a des moments où le boss, vous devez le refaire. Mais ce qui fait que vous ne décrochez pas, c'est que vous avez eu plein de succès faciles avant. Et que le jeu n'arrête pas de vous dire, en fait, tu peux le faire. Oui, là, il y a un boss qui vient de te fumer, mais tu peux le faire puisque tu as réussi tous les trucs avant. Vous prenez Sonic, par exemple. Sonic, dans les années 90, il filait et il attrapait des anneaux d'or. Les anneaux d'or, c'est des micro-succès. C'est simple, vous n'êtes pas particulièrement fier de vous, mais ça vous encourage d'avoir attrapé un anneau d'or. Et d'anneau d'or en anneau d'or, vous arrivez à la fin du niveau. Et de fin de niveau en fin de niveau, vous arrivez à la fin du jeu. Eh bien, ça, c'est un travail d'infrastructure. On peut le voir vraiment comme un travail d'ingénieur des routes. Vous savez, ingénieur des ponts et chaussées. Un ingénieur des chaussées, il fait des routes. Un ingénieur cognitif du jeu vidéo, il a fait tout le travail pour que vous décrochiez pas. C'est son boulot, il l'a fait. Le gars qui a programmé, le game designer, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a programmé Sonic, enfin qui a conçu les niveaux de Sonic, lui, il a fait tout le boulot pour que vous décrochiez pas. Mais ce niveau de game designer, ce travail de game designer, c'est à vous de le faire dans votre propre vie. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. Alors attention, je dis à personne, si vous avez la chance de tomber sur un bon coach, si vous avez la chance de tomber sur un bon mentor, il y en a qui vont le faire pour vous, au jour le jour. Mais le meilleur mentor, c'est celui qui vous apprend à le faire tout seul. Parce que sinon, vous serez tout le temps dépendant d'un mec qui a fait le game design pour vous. Et ça, c'est intéressant, mais vous n'êtes pas autonome dans votre vie si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même. Donc, soyez game designer de votre apprentissage. Ça, c'est très important. Alors, ça peut aller dans des petits conseils tout bêtes. J'avais vu des gars, alors je vais vous donner l'extrême pour que vous vous en rappeliez, je vous conseille évidemment pas de faire ça, mais Foucault, qui est un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Eh bien, Foucault, pour lire un max de livres, non pas parce que je vous recommande de lire un max de livres, mais lui, c'était l'objectif qui s'était fixé, eh bien, toutes les 500 pages, il mettait un petit buvard d'acide. Bon, j'insiste, je ne vous recommande pas de faire ça, mais c'était sa récompense à lui. Je vous le dis pour que vous reteniez l'idée. Maintenant, je vois des gens qui mettent un petit nounours. Donc, un petit nounours toutes les 10 pages. Donc, dès que vous avez fait 10 pages, boum, vous avez un petit nounours. Ça vous matérialise cette idée de micro-succès. Donc, concrètement, je préfère vous dire un truc tout aussi simple d'ailleurs, c'est que à chaque fois que vous êtes confronté à une notion qui vous dépasse ou vous avez l'impression que vous la maîtriserez jamais, des maths, des équations d'économie, des trucs de finance, etc. À chaque fois que vous êtes bloqué pour une promotion au boulot ou pour un travail que vous voulez concevoir vous-même en tant qu'entrepreneur ou dans votre vie personnelle, à chaque fois que vous êtes confronté à un truc, vous dites ça, je peux pas, ça c'est des maths, c'est des équations différentielles, je vais vous faire une confidence, en fait, vraiment, vous maîtrisez déjà des choses plus compliquées. C'est un fait. Lire une carte, être capable de comprendre, derrière moi il y a une carte, j'ai expliqué dans mon cours, le cerveau c'est compliqué, beaucoup de gens vous diront que c'est compliqué. Non, ça, derrière moi, c'est plus compliqué que le cerveau. C'est-à-dire comprendre cette géographie-là, comprendre qu'il y a des climats, comprendre qu'il y a des villes, comprendre qu'il y a des États, comprendre qu'il y a des continents, comprendre qu'il y a des fleuves. Si vous avez déjà compris ça, en fait, d'un point de vue cognitif, vous avez compris quelque chose qui est aussi compliqué que le cerveau. Parce que le cerveau, c'est juste la même chose. C'est des continents, qu'on appelle les aires cérébrales, c'est des pays, qu'on appelle les aires de Brodmann. Bon, c'est un nom qu'on leur a donné, parce que c'est un mec qui s'appelait Brodmann qui les a étiquetés lui-même, c'est tout, mais c'est juste ça. Et c'est ça, le cerveau. Il y a des rivières aussi qui sont les faisceaux de substances blanches. Bon, alors on les appelle faisceaux de substances blanches, mais c'est tout. Je veux dire, c'est des rivières, ça fonctionne comme des rivières. Et les rivières dans l'histoire ont servi au commerce. Hein. Donc, si vous comprenez l'histoire géo, en fait, le cerveau, vous le comprenez déjà. C'est juste que cet effort de métaphore, partir, donc c'est mettre le galet blanc dans votre main, c'est dire, attends, je connais déjà la géo, en fait. La géo, tu la connais déjà. Donc, tu connais un truc aussi compliqué que le cerveau. Ça, c'est mettre le galet blanc. Parce qu'à la place, il y a le galet noir qui dit, oula, c'est le cerveau, tu vas jamais comprendre ça. Laisse tomber, c'est fait pour les neuroscientifiques qui ont bac plus 12, c'est pas fait pour toi. Bon, donc, vous le bloquez avec un galet noir, et avec un galet blanc, pardon, et vous dites, mais non, mais en fait, ce galet blanc, mais tu comprends déjà la géo. Tu sais ce que c'est qu'un pays, tu sais ce que c'est qu'un continent, tu sais ce que c'est qu'une ville, tu sais ce que c'est qu'un quartier.
le cerveau, c'est 86 milliards de neurones. La Terre, c'est 7 milliards 500 millions d'habitants. Vous remplacez neurones par habitant, vous imaginez une planète de 86 milliards d'habitants. Et vous vous demandez comment ils s'organiseraient. 86 milliards, c'est beaucoup, donc comment ils s'organiseraient? Comme nous, ils s'organiseraient avec des continents, des pays, des régions, des villes, des quartiers, des bâtiments et des humains dedans. Et donc, vous prenez par exemple le plan de Paris. Dans Paris, il y a des arrondissements. Dans les arrondissements, il y a des pâtés de maisons. Dans les pâtés de maisons, les quartiers, il y a des immeubles haussmanniens. Ça tombe bien d'ailleurs, un immeuble haussmannien, c'est 6 étages. Le néocortex dans le cerveau, c'est 6 couches. Voilà. 6 couches, 6 étages. Et dans ces couches, vous avez des gens. Alors, des étages, dans les étages, vous avez des gens à Paris. Dans les couches du cortex, vous avez des neurones. Et vous voyez qu'en fait, j'insiste, parce que c'est valable aussi pour les maths. Moi, par exemple, ne me demandez pas de réparer un moteur. Je suis une brêle en mécanique. Si vous me demandez de réparer un moteur, là, dernièrement, je regardais sur Netflix The Irishman, il y a cette scène où Robert De Niro tombe en panne et il y a Joe Pesci qui lui règle son moteur. Et moi, je suis paralysé là-dessus, tu vois. Je suis paralysé. Croyance limitante. Alors, la raison pour laquelle elle est restée, cette croyance limitante, c'est juste que je n'ai pas pris le temps de la désinstaller, de la remplacer par autre chose. Parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais virer toutes vos croyances limitantes. C'est pour ça qu'on ne peut pas être bon partout, c'est naturel. C'est simplement, si je devais le faire, si demain ma vie en dépendait, ou que c'était très important pour moi de maîtriser la mécanique, je saurais comment attaquer ça. Mais là, je le dis pour vous, par exemple, s'il y en a parmi nous qui n'aiment pas les maths, là, dans le chat, j'insiste, une équation mathématique, c'est moins compliqué qu'un moteur. Je ne peux pas dire les choses autrement. C'est d'un point de vue mathématique, d'un point de vue intelligence artificielle, un moteur est beaucoup plus compliqué qu'une équation mathématique. Beaucoup. Une équation mathématique, c'est quoi? C'est on prend un nombre, on l'appelle x en général, et on le transforme. Par exemple, on dit 2x. Je le multiplie par 2, ok. Puis tiens, je vais le diviser par 4. 2x sur 4, comme c'est une équation simple, ça va donner du 1,5, mais on va dire, tiens, 2x sur 17. On prend un nombre premier. Là, vous voyez, c'est deux transformations, etc., etc. Et une équation mathématique, c'est juste on prend un x et on le transforme. On le transforme, on le transforme. Puis des fois, on prend en plus d'un x, un y, etc. Un moteur fait la même chose. Un moteur, il reçoit une entrée de pétrole et il la transforme. Et quand vous ouvrez le capot d'une voiture, vous voyez le nombre d'étapes de transformation qu'il y a. C'est violent. C'est pas juste t'injectes la goutte d'huile dans les roues direct et par magie ça fait tourner les roues. Non, non. Le nombre de transformations qu'il y a entre la goutte d'essence et la roue qui tourne est très supérieur à 95% des équations mathématiques, j'insiste, même de niveau doctorat. Donc, je vais vous répéter cette phrase. La complexité de qu'est-ce qui se passe quand la goutte d'essence rentre dans le moteur et actionne les roues, finit par actionner les roues, cette complexité est super. Ouais. Désolé, je te laisse finir juste sur ce point. Ouais. Et on va juste avancer parce que je vois que le temps. Bien sûr, je n'ai pas le timer, donc désolé. Mais je termine là-dessus. La complexité de transformation de la goutte d'essence en les roues qui tournent est très supérieure à 95% des équations mathématiques de niveau doctorat. La seule raison pour laquelle vous avez peur d'une équation mathématique, c'est que vous n'avez pas autant de familiarité avec qu'un moteur. C'est tout. Mais j'insiste, tout le monde dans le chat n'est pas mécano. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mécano, la plupart des mécanos, vous leur dites tiens, tu vas apprendre des équatifs, ils flippent. Ils disent mais putain, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Et en fait, s'ils savaient que ce qu'ils maîtrisent déjà est plus compliqué que ce qu'on lui demandera de maîtriser, galet blanc, substituant, galet noir, même histoire. Entends, Idriss? Parfait. Écoute, je vois juste, attends, il y a quelqu'un de Lounici sur le chat qui a dit en effet, j'ai subi des critiques car je voulais me pencher vers l'informatique et je suis de formation littéraire. Je vais y arriver. Oui, Lounici, quand même, je te dis, mais continue sur cette lancée. Vraiment, continue sur cette lancée parce que il y a un type qui s'appelle Edouard Vitten. Je vais vous écrire son nom. Edouard Vitten. Donc, ce mec, il a eu la médaille Fields. Edouard Vitten. Et il a eu la médaille Fields, donc juste le prix Nobel de mathématiques, c'est tout simplement. Et il a unifié toutes les théories des cordes. Il a écrit, donc Edouard Vitten a conçu je vous l'écris là, la théorie M. Et on pense que c'était un jeu de mots sur son initiale à l'envers.
Vitaine M à la place. Ah tiens, donc quelqu'un, Saïd, m'a dit, au passage, hein, le premier noir était en 60, c'était l'ancien président de l'ANC. Ok, bien joué. Donc, Edouard Vitaine, en tout cas, il a eu la médaille Fields, alors qu'il était littéraire de formation, c'était un journaliste. Donc, il avait fait une mineure en maths, mais vous savez, aux États-Unis, il y a majeur, mineur, donc vous faites formation, vous choisissez l'essentiel de votre formation initiale, et sa majeure, c'était journalisme. Et le mec a tout défoncé en maths. Donc, j'insiste, hein, Lounici, ne laisse personne te dire que tu vas pas y arriver en maths. Hein. Ce que je te propose, c'est qu'on va répondre à toutes tes questions juste après. On va avancer. Est-ce que tu peux juste nous faire en 3 minutes un récap des différentes étapes pour exploiter son plein potentiel? Et puis après, forcément, tu peux pas tout dire. On est ensemble, on n'est pas ensemble pendant 3 heures. Donc, juste un petit récap, et puis après, on va enchaîner sur la suite. C'est une petite surprise qui arrive. Ok. Eh bien, là, vous avez parfaitement suivi ce webinaire. J'ai commencé par vous dire qu'il fallait matérialiser vos pensées. Ça, c'était le point le plus important. C'est pas parce que quelque chose n'a pas de poids qu'il ne peut pas vous tuer. Une pensée, ça n'a pas de poids. Et c'est justement tant qu'elle n'a pas de poids, tant que vous ne mesurez pas sa masse, qu'elle peut vous tuer. Donc, si vous vous scotchiez ce galet à la gorge pendant 6 mois, ben, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, vous vous rendriez compte que c'est mieux de ne pas l'avoir. Si vous vous scotchez, dites-vous bien qu'il y a des pensées qui sont scotchées sur votre gorge pendant des années, pas 6 mois, des années, parfois même des décennies. Donc, matérialiser. Ça, c'est le premier grand point. Alors, j'ai parlé juste avant tout de même de la loi de Wittgenstein, je vous le rappelle, pour que vous soyez capable d'argumenter face à n'importe qui vous dira que vous ne valez pas, que vous n'avez pas le niveau, etc. Si jamais tu utilises une règle pour mesurer une table, tu pourrais tout aussi bien utiliser la table pour mesurer la règle. Si quelqu'un utilise une mesure quantitative pour dire ce que vous valez, eh bien c'est à vous de dire non, c'est moi qui dis que ta mesure quantitative est fausse. Comme Mohamed Ali, quand on lui a dit « mais les paris sont à 7 contre 1 contre toi, les paris c'est scientifique, c'est des mesures ». Il a dit non, 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 j'en ai rien à foutre que ce soit à 7 contre 1, je vais exploser Sonny Liston, et il l'a explosé en 5 rounds. Donc ça, retenez-le bien, ne vous laissez absolument pas avoir par des étiquettes, c'est la pire saloperie. Matérialisez, et ensuite, une fois que vous avez matérialisé, soyez capable de substituer. Rappelez-vous que votre esprit n'est pas votre ami, votre esprit veut votre mort tous les matins. Tant qu'il n'est pas occupé, eh bien, il s'occupe tout seul, et quand il s'occupe tout seul, c'est pour vous détruire. Il n'a pas d'autre activité, votre esprit. C'est comme ça. C'est la condition humaine est comme ça. On ne peut pas la changer, c'est la nature de l'expérience humaine sur Terre. Donc, donnez des choses à votre esprit pour qu'il s'occupe. Parce que s'il a les mains libres, il va s'occuper de vous et pas à votre avantage. Eh bien, ça, c'est les grands conseils que je vous donne pour l'instant. Je ne vais même pas aller plus loin. Tu m'avais dit 3 minutes. Je pense que si ces 2 conseils-là sont digérés, c'est le plus important. Après, je peux juste conclure en disant un exemple de substitution de galet, concrètement, c'est de vous donner des victoires faciles. Donc, un galet blanc, si vous n'en avez pas, c'est de vous aménager des victoires faciles. Comme si, traitez-vous un peu comme un enfant de cette façon-là. Un enfant, si vous voulez construire sa confiance en lui, eh bien, vous lui donnez des victoires faciles. Dire, ah, regarde, tu as trouvé la pièce, etc. C'est bien. Ça construit sa confiance en lui. Eh bien, dites-vous que votre esprit, c'est aussi un enfant et qu'il a besoin de ça. Donc, aménagez-vous des victoires faciles pour occuper votre esprit avec. La conclusion est parfaite. Moins de 3 minutes, c'est parfait. Écoute, Idriss, je te propose qu'on avance sur la seconde partie de cette conférence. On s'est vu il y a quelques temps. On s'est vu il y a quelques temps pour un tournage et on a eu beaucoup de messages par rapport à ça. Il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Parce que forcément, dans une conférence ainsi comme celle que nous avons fait aujourd'hui, on peut pas tout voir, on peut pas rentrer dans des détails très précis, dans des exercices très précis. Il faudrait beaucoup plus de temps pour faire tout ça. Et c'est justement ce que nous avons fait avec toute l'équipe de Mentor Show et Idriss dans un cours en ligne exclusif que nous avons tourné tous ensemble, qu'Idriss a géré d'une main de maître pour vraiment vous enseigner toutes les étapes de façon très pratique pour exploiter votre plein potentiel, pour libérer un petit peu pour votre potentiel, pour exploiter le plein potentiel aussi, maîtriser un petit peu votre pensée. Et Idriss, on va parler de ça dans un instant. Je te laisserai en parler rapidement, puis on va voir un petit peu tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais avant ça, j'ai une petite question pour tous les participants qui sont ici. Est-ce que vous estimez avoir passé une heure
on va dire, une bonne heure avec Idriss aujourd'hui. Faites-le nous savoir également dans la zone de chat. On a envie d'entendre vos retours. Jean-Michel, Idriss, toujours clair. Merci, Marie-Christine. Et puis, dites-nous si vous êtes motivé pour en savoir plus, justement, sur ce cours en ligne exclusif qui traite vraiment dans le détail tout ce dont vous avez besoin de savoir avec des conseils pratiques, des exercices pour exploiter votre plein potentiel et puis accélérer un petit peu les résultats dans différents domaines de votre vie pour atteindre aussi des objectifs ambitieux pour se pousser à faire les choses. On va en parler dans un instant. Alors, Ambre, excellent. Nadia, oui, super. Lucille, ça va un petit peu trop vite, du coup, j'arrive pas. Là, je vois le chat qui défile là. J'arrive pas à suivre le chat, vous êtes un petit peu trop rapide et motivé pour le chat. Donc, Idriss, ce que je te propose, c'est justement que tu parles, que tu nous expliques en quelques petites minutes, et puis après, on va voir le détail, on va voir le programme de cette masterclass, mais que tu nous détailles un petit peu le cours, cette masterclass, où donc tu enseignes comment libérer votre plein potentiel. Alors, en fait, j'ai essayé de mettre par écrit ce qui s'est passé dans ma vie, quoi. J'ai essayé de codifier. C'est ma première grande tentative de codifier quelque chose de personnel, quoi. Et évidemment, je me suis inspiré de mentors. On n'invente jamais rien. J'ai essayé de remettre au goût du jour ce que Richard Francis Burton recommandait. Et donc, en particulier, sa grande recommandation, c'était « Fais de ta pensée un empire ». Donc, je vais vous l'écrire dans le chat en anglais. C'est un très beau vers. Thy thoughts to thee an empire be. Fais de ta pensée un empire, que ta pensée soit un empire. Thy thoughts to thee an empire be. Et au départ, mon esprit avait un peu résisté à ça. Je m'étais dit, c'est un peu trivial, ça, c'est un peu facile de dire ça. Là, je m'étais rendu compte que c'était encore une des saloperies que le monde académique avait installé dans ma tête. C'est dire, oh, c'est facile. Ça, c'est un mot qu'ils aiment bien, facile. Alors qu'en fait, ce qui est profond, c'est que, comme l'a dit Rumi, le but n'est pas de trouver la vérité, mais d'enlever tous les voiles qu'on a mis entre nous et la vérité. Et la vérité, c'est qu'on a un potentiel, on est sur cette terre pour une raison. On a une raison d'être qui nous appartient et que personne n'a le droit de nous en déposséder. Notre raison d'être nous appartient, personne n'a le droit de nous en déposséder. Personne n'a le droit de nous dire tu vas aller dans telle voie parce que moi j'ai déterminé ce que tu voulais et ce que tu valais. Et Richard Francis Burton, cette notion de fait de ta pensée un empire, imaginez bien que ça commence par ces fameux galets. Mais j'ai appris récemment, et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, il y a un monument en France qui est le monument le plus aimé des Français, paraît-il. Le monument le plus aimé des Français. Et c'est un palais qui a été construit par un facteur, pierre par pierre, pas loin de Carcassonne. Un palais qui a été construit par un facteur. Bon, c'est puissant comme le type, il est facteur, il est au SMIC, et à temps plein, évidemment, il n'a pas toute sa journée devant lui. Et en 35 ans, il a construit un palais. Eh bien, votre pensée, c'est la même chose, sauf que tout ce qui est construit physiquement finira par s'effondrer un jour ou l'autre. C'est comme ça. Ça peut être l'Empire State Building, ça peut être la pyramide de Khéops qui est encore là. Mais la pyramide de Khéops, il faut savoir qu'elle était blanche au départ. C'est un peu que l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, elle était couverte de pierres calcaires. Elle était blanche avec un pyramidion d'or au sommet. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle a déjà commencé à subir les outrages du temps, même si c'est justement, pour tous les universitaires qui n'aiment pas la simplicité, ils ne sont pas la majorité heureusement, mais c'est justement la simplicité absolue de cette pyramide qui fait qu'elle est encore là aujourd'hui, au passage. Et c'est valable aussi donc, pour les conseils à donner, les conseils philosophiques à donner aux humains. Mais faire de sa pensée un empire, ce facteur, ce palais qu'il a conçu, c'est là-dedans qu'il est. C'est-à-dire que cette capacité qu'il a eue à se dire « je vais faire mieux que les États, tout seul, et je vais construire un palais », ça c'est dans sa tête, et pour avoir fait ce palais n'est qu'une sécrétion de son esprit, n'est qu'une sécrétion du fait que sa pensée est un empire. Et bien c'est les conseils que j'ai codifiés dans mon cours. Dans mon cours sur Mentor Show, c'est vraiment ça. J'essaie de codifier. D'abord, évidemment, je donne des bases en neurosciences parce que je suis neuroscientifique de formation. Je me suis intéressé aux neurosciences précisément parce que j'avais eu un 20 sur 20 en neurosciences pendant ma licence, enfin mon DUC, ça s'appelait comme ça à l'époque. Alors que je ne partais pas gagnant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je préparais l'examen, puis je fais l'examen blanc la veille,
Et à l'examen blanc, à la correction, j'ai 11. Et je me dis, merde, je suis pas prêt. C'était un gros coef. Donc, je passe la nuit à réviser, et puis le lendemain, j'explose tout. Et j'ai en fait 22 sur 20, puisque le prof donnait des points bonus. Et ça m'a construit mon amour pour les neurosciences. Vous voyez, des victoires. Donc oui, je parle de neurosciences, je parle du cerveau. Mais après, je vais aller au-delà, en parlant de l'humain. Et en parlant de la méthode, les méthodes qui permettent de faire de sa pensée un empire concrètement. Bah tiens, justement, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le cœur du sujet au niveau du programme, différentes leçons. Rapidement, donc, cette masterclass exclusive, c'est une méthode, comme tu l'as dit, pour libérer son plein potentiel, pour faire de sa pensée un empire, et puis surtout aussi, si on applique la méthode avec les différentes étapes, pour augmenter littéralement nos résultats dans les différents domaines de notre vie, pour atteindre aussi nos objectifs, comme tu le fais toi au quotidien. Et c'est ça, déjà les clients qui m'ont suivi ont adoré. Alors c'est une masterclass inédite avec 18 leçons en vidéo, 3h17 au total, 11 minutes en moyenne par leçon, avec un accès limité à vie. C'est-à-dire que vous pouvez commencer maintenant, vous pouvez commencer dans 15 jours, vous pouvez commencer dans 6 mois. Et puis surtout, vous pouvez y revenir. C'est ça qui est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on suit tout chousse d'une traite, mais surtout, c'est quelque chose que vous pouvez revenir, que vous pouvez reconsommer pour toujours un petit peu être à jour et avoir une progression dans le temps. Et enfin, donc, c'est accessible sur ordinateur, tablette et smartphone. Si on rentre un petit peu dans le détail de chaque leçon, dans la leçon numéro 1, vous allez un petit peu découvrir comment fonctionne votre cerveau, pourquoi votre cerveau est antifragile. Dans la leçon numéro 2, vous allez découvrir la science, la neuroscience, justement, Idriss, peut peut-être en dire 2-3 petits mots par rapport à ça. Bah oui, je parle de neuroergonomie quand même. Donc je vous ai dit, c'est un cours qui mélange science et coaching parce que c'est ce que j'aime bien faire. Et je pense que c'est un des meilleurs mélanges qu'on puisse faire. Et bah, la neuroergonomie, c'est une science qui vient au départ de l'aviation américaine, qui vient de l'Air Force, et qui s'intéressait uniquement à l'empan. Donc comme ma main, je vous ai dit, elle peut tenir un certain nombre de galets, ça c'est l'empan de ma main, vous voyez, je suis obligé de serrer comme ça mes doigts. Et ben, il y a un chercheur qui s'appelle Raja Parasuraman, qui s'est intéressé à l'empan du cerveau, et qui s'y est intéressé pour les pilotes. Mais je trouve que la science qu'il a conçue, qui est excellente, n'a pas été assez vulgarisée. En fait, j'ai été le premier à vulgariser la neuroergonomie en France, pour ces raisons-là. Je trouvais qu'elle était trop importante pour être laissée aux militaires. Et c'est le lancement de ce cours. Alors, justement, ensuite, si on voit la leçon numéro 3, Idriss va vous parler de l'attention alternative, de la méthode de l'attention alternative, pour justement avoir plus d'attention au quotidien, avoir plus de concentration sur ce que vous faites, tout simplement, que ce soit dans votre vie personnelle et professionnelle. Ensuite, dans la leçon numéro 4, vous allez réaliser un exercice sur comment mieux apprendre, comment mieux mémoriser. Ça, c'est aussi important. Si vous souhaitez progresser dans ce qui est important pour vous, que ce soit un métier, que ce soit un sport ou peu importe. Ensuite, dans la leçon numéro 5, vous allez un petit peu découvrir les bases de l'apprentissage, c'est-à-dire comment votre cerveau acquiert de l'information et de la connaissance pour simplement augmenter vos résultats dans ce qui est important pour vous. Dans la leçon numéro 6, tu as parlé, Idriss, tout à l'heure, de bonnes, de mauvaises décisions. C'est justement découvrir un petit peu les secrets d'Idriss pour, bon, on prend pas toujours les meilleures décisions, mais du moins pour essayer de prendre un maximum de bonnes décisions dans votre vie. Dans la leçon numéro 7, vous allez apprendre avec Idriss comment désinstaller parfois cette peur qui peut nous paralyser, que ce soit quand on doit donner un oral, une conférence de réunion dans son travail ou peu importe. Dans la leçon numéro 8, vous allez découvrir comment justement transcender cette peur, comment la dominer pour passer à l'action, pour justement pouvoir accomplir ce que vous souhaitez, les objectifs que vous êtes atteints dans votre vie. Dans la leçon numéro 9, vous allez apprendre justement à contrôler vos émotions. Brice va vous expliquer comment vos émotions peuvent aussi vous aider à surmonter différentes épreuves. Et
et comment ça peut justement devenir un moteur de façon très concrète, de façon très pratique. Dans la leçon numéro 10, vous allez apprendre à déchiffrer un petit peu le marketing, comment ne plus se faire avoir un petit peu par les publicitaires. Dans l'exercice numéro 11, vous allez apprendre, en faisant des exercices, à vous libérer de vos pensées négatives. Évidemment, tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant cette conférence, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour traiter vraiment tous les sujets qui vont vous permettre d'exploiter votre plein potentiel. Dans la leçon numéro 12, un nouvel exercice pratique, comment peut faire de sa pensée un empire, comment prendre petit à petit le dessus sur, que ce soit des événements blessants du passé ou même comment faire face aux obstacles qui sont sur notre route. Dans la leçon numéro 13, vous allez apprendre à dépasser vos fausses croyances. Si vous souhaitez exploiter votre plein potentiel, forcément, Idriss l'a expliqué aujourd'hui, ça passe par ça. Vous allez faire de façon très concrète, de façon très pratique. Dans la leçon numéro 14, vous allez faire un nouvel exercice. Idriss va vous partager le secret derrière toute progression. C'est-à-dire, il vous enseigne comment enlever toute barrière à l'entrée d'un nouveau savoir, d'un nouveau comportement, pour justement un petit peu transformer la peur d'une matière en de l'amour, pour aussi accéder à un niveau bien plus élevé dans ce que vous faites. De la leçon numéro 15, vous allez pratiquer l'exploration. C'est-à-dire qu'Idriss partage plusieurs méthodes pour gagner en souplesse mentale. Est-ce que tu peux en dire plus en 30 secondes sur ce point? L'exploration, c'est juste une fonction naturelle de l'esprit. C'est juste, on la perd un peu à l'école. Ken Robinson en avait très bien parlé déjà, et je donne des exercices très concrets pour maintenir sa capacité d'exploration, qui est vraiment, il ne faut pas voir ça comme une vertu, il faut voir ça comme un exercice physique. C'est comme la souplesse, soit des étirements après un jogging. Être capable d'entrer dans un nouveau domaine, être capable de chercher des solutions là où on ne s'attend pas à les trouver, c'est essentiel, personnellement et collectivement au XXIe siècle. Et donc, je donne juste des exercices très pratiques qu'il faut voir comme les étirements après un jogging. Ensuite, donc, dans la leçon numéro 16, donc c'est assez fourni, vous allez devenir un petit peu un as de la mémorisation, c'est-à-dire comment mieux mémoriser des choses, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, etc., etc. Dans la leçon numéro 17, vous allez apprendre à vous, et ça je pense que c'est très important, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, à vous libérer du regard des autres en mettant en application des choses très pratiques, des choses très concrètes. Et puis enfin, Idriss récapitulera tout ce que vous avez vu pendant cette masterclass exclusive avec la leçon numéro 18 et vous parlera du droit à l'épanouissement. À ce stade, vous vous posez certainement la question, quel est le prix, quel est l'investissement pour accéder à cette masterclass? Et en fait, c'est très simple. Sur Mentor Show, l'investissement pour cette masterclass est de 197 €. Et forcément, puisque vous avez été avec nous jusqu'ici, vous n'allez pas payer 197 €, puisque nous avons décidé, pour vous remercier également de nous avoir suivis jusqu'à maintenant, vous pouvez économiser 100 € et donc obtenir cette masterclass pour seulement 2 paiements de 57 € ou un règlement de 97 €. Et pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous allez avoir juste sur votre droite ou au-dessous, ça dépend encore si vous êtes sur ordinateur ou sur mobile, une petite pop-up qui va s'afficher. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton commander maintenant et puis je vais tout vous expliquer. On répondra également, enfin Idriss répondra également à vos questions dans un instant. Juste un petit peu de patience, j'explique comment ça se passe, j'explique le cheminement, comme ça, personnalisé. Ceux qui veulent nous rejoindre, progresser, exploiter leur plein potentiel avec des exercices pratiques, avec des conseils pratiques, on n'a pas pu tout voir évidemment en 1 heure pendant cette conférence. Je leur explique tout, comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, étape numéro 1, vous pouvez soit cliquer sur le bouton sur votre droite, ou soit aller sur mtor.sh/Idriss. Vous allez arriver sur une page récap, vous pouvez renseigner vos informations, puis ensuite valider. Étape numéro 2, c'est très simple. Vous allez recevoir un email de confirmation de commande
et puis un email et votre mot de passe. Alors, pensez également, ça c'est important, à regarder dans votre dossier spam. Il se peut également qu'il n'arrive pas tout de suite, ça peut arriver. Donc, attendez quand même de 15 minutes au maximum. Et puis ensuite, vous allez pouvoir directement suivre à votre rythme, en vous connectant sur Mentor Show. Vous pouvez commencer donc cette masterclass exclusive où vous retrouverez Idriss. Ça, c'était simplement pour les différentes étapes à suivre. Si évidemment il y a des problèmes de paiement, des cartes qui ne passent pas, Seb et Léo sont là dans la zone de chat, ou alors vous pouvez envoyer un petit mail à info@mentorshow.com. Il y a également Charlotte qui est là pour gérer tout ça, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, un point important, vous avez une garantie satisfait remboursée de 14 jours, c'est-à-dire que vous pouvez commander maintenant cette masterclass pour en profiter à ce tarif réduit. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait pour n'importe quelle raison, vous pouvez demander le remboursement simplement en nous envoyant un petit mail. Au niveau forcément des élèves qui ont déjà suivi cette masterclass, Idriss, je pense que tu vas découvrir également ça. On a Jean-Louis qui nous dit super contenu, super pédagogie, super formation, bravo et merci. Alors ça, c'est tous les témoignages que vous pouvez voir directement sur la plateforme de formation. En fait, c'est des commentaires, c'est-à-dire que vous pouvez commenter, vous pouvez échanger entre vous pour rebondir sur les différentes vidéos. On a, bon, je vais pas tous les lire, Gaël, merci pour tous ces super outils applicables concrètement au quotidien et pour votre enthousiasme. Salia, merci pour toutes ces connaissances et méthodes, bravo. On a également Adrien, les vidéos sont de qualité, la formation est courte et complète, elle répond à mes attentes. En plus, Idriss est très pédagogue, c'est du bonheur, le petit bling de succès a retenti de mon esprit à la fin de ce parcours. Sandra, j'ai adoré, merci Idriss, vous êtes vraiment top dans vos explications. Enfin, c'est pas tout, on a une petite surprise. On a décidé d'offrir aux 50 plus rapides, et je vois que vous êtes encore plusieurs milliers à être connectés à cette conférence. Donc pour les 50 premiers à nous rejoindre, et je vous le dirai dès qu'il n'y en a plus, donc tant que je ne dis rien, ça veut dire qu'il y a encore des places disponibles, on a décidé de vous offrir une retransmission d'un coaching de groupe qui est effectué, Idriss, en petit comité. Ce coaching de groupe, il a une valeur de 197 €. Et si vous faites partie des 50 premiers à passer à l'action, c'est offert, évidemment, en plus de la masterclass Idriss. Écoute, Idriss, je pense que c'est tout bon. On va pouvoir procéder à la séance de questions-réponses. Alors, je rappelle, un point important, cette offre spéciale conférence est uniquement valable avant la fin de la conférence. Ça, c'est un petit point. Je ferme la parenthèse par rapport à ça et je vois qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui nous ont rejoints. Donc, merci à vous. Ce que je te propose, Idriss, c'est qu'on réponde aux différentes questions. Absolument. Juste avant ça, je voulais juste faire un petit point. D'abord, je tenais à dire à toute ma communauté que en termes de tournage et en termes de montage, c'est le cours le plus qualitatif que j'ai fait. Je donne des cours sur tout un tas de plateformes, des cours longs, des cours plus courts, mais celui-là, moi, je considère les cours que je donne chez Mentor Show comme un peu mon segment premium, quoi. C'est voilà, en automobile, vous savez, il y a le premium et puis il y a le standard. Donc le standard, c'est disons Renault et puis le premium, c'est BMW ou Audi. Bah là, Mentor Show, pour moi, c'est le segment premium. Ça me demande beaucoup de temps de préparation. Et ce côté debout avec du montage, en plus je suis maquillé, etc. Enfin, ils font un travail de qualité télévisuelle pour ces cours. Et ça, même les Américains sur Coursera le font pas. Donc je considère vraiment que c'est le premium. Et puis d'autre part, il est un peu plus court que la moyenne de mes formations, mais c'est vraiment pour vous faire gagner du temps à vous. C'est-à-dire que c'est un cours très condensé, très pratique. Et ça, de mon côté, ça nécessite un beaucoup plus grand travail. Faire un cours de 8 heures, c'est beaucoup plus facile que de faire un cours de 3h30, vraiment. Et d'ailleurs, Abraham Lincoln le disait, je pourrais faire, j'aurais pu faire plus court, mais j'étais trop paresseux pour faire plus court. Et en fait, faire court, faire condenser, c'est extrêmement exigeant pour moi, comme pour l'équipe de Mentor Show.
Et puis enfin, comme vous le savez, si vous suivez ce que je fais depuis un certain temps, les revenus de ces cours sont ce qui me permettent de faire tourner ma fondation. Donc, je n'utilise pas les revenus de ces cours pour me payer une baraque ou rouler en Ferrari. C'est uniquement pour faire tourner ma fondation. Et notamment le programme d'alphabétisation des femmes au Sénégal, ça va directement là-dedans. Donc voilà un peu. Alors maintenant, je serais ravi de répondre aux questions. Ah, c'était Alexandre a juste répondu, c'est le palais du facteur cheval. Hein, je vois ça à Haute-Rive, c'était ça. C'était de ça que je parlais, effectivement, pour le monument construit par ce facteur. Alors Idriss, il y a énormément de questions. Je suis désolé, on ne pourra pas passer plus de 1 minute par, par réponse. C'est OK pour toi? Oui, bien sûr. Alors, on a Adoum qui nous pose une question. Comment développer sa confiance en soi face aux échecs? C'est vraiment ça. Hein. Tu remplaces le souvenir de l'échec par une victoire facile. Et après, idéalement, une victoire difficile. Même donc pour les plus grands, je peux prendre Mohamed Ali contre Joe Frazier. Mohamed Ali, qui avait une confiance en lui exceptionnelle, qui avait un des meilleurs, un mental qui était parmi les meilleurs de toute l'histoire des sports depuis l'Antiquité. Hein. Il a connu la défaite. Il a connu la défaite des mains de Joe Frazier. Et là, il n'y avait pas 36 solutions. C'était remplacer cette défaite par une victoire. Et il se trouve que l'histoire lui a donné une victoire intermédiaire retentissante qui était contre l'homme qui avait battu Joe Frazier, qui s'appelait George Foreman. Pareil, un homme dont la biographie est fascinante pour le développement personnel, puisque c'est un type qui a rechaussé les gants à 45 ans et qui a été le plus vieux des champions du monde poids lourd de boxe de tous les temps. Et donc, Ali a substitué son souvenir de la défaite face à Joe Frazier par une victoire contre le mec qui avait battu Frazier, qui s'appelait George Foreman. La voie royale, c'est de substituer ce souvenir par une victoire. Et si jamais, soit vous avez une victoire de luxe, c'est-à-dire une victoire conquise sur le terrain, soit vous vous donnez les moyens d'obtenir une victoire de luxe, c'est-à-dire que vous vous offrez des petites victoires faciles chez vous. Et à force d'avoir digéré suffisamment de victoires faciles à la maison, vous allez maximiser vos chances d'obtenir une victoire sur le terrain, en conditions réelles. Alors, parfait. On a également, j'ai énormément de questions. On ne pourra peut-être pas répondre à tout le monde. J'ai également une question de Samia. Justement, on revient à ce point-là. Des conseils, alors vraiment 1 ou 2 conseils pour mieux s'organiser afin d'éviter la procrastination. Donc, un conseil sur la procrastination. Comment on fait? Alors, le conseil le plus... faut savoir, on va commencer par le fait que la procrastination n'est pas forcément mauvaise en soi. Moi, ça m'est arrivé de produire de meilleurs ouvrages et de meilleurs cours parce que j'avais procrastiné. Quand je livre un client, par exemple, quand je donne des conférences payantes chez des clients du CAC ou autres, il m'arrive très souvent de les finir à la dernière minute. Et ça donne un caractère personnalisé et plus actuel à mon contenu, qui est souvent très apprécié par mes clients. Donc la procrastination n'est pas mauvaise en soi. Par contre, elle est mauvaise quand c'est elle qui vous domine, quand c'est elle qui vous contrôle. Et là, de toutes les méthodes, parce que quand on passe 3 doctorats, la procrastination, on connaît bien. Et là, je dois rendre mon prochain livre sur l'intelligence artificielle. Je suis en retard, pas parce que j'ai procrastiné, mais parce que, si, j'ai procrastiné dans le sens de l'agenda, c'est-à-dire j'aurais dû mettre ça en priorité, mais j'ai mis d'autres choses en priorité, notamment pendant la crise du Covid et ces femmes au Sénégal qu'on encourage et avec lesquelles on travaille. Mais au final, je suis en retard sur la publication de ce livre. Le conseil qui fonctionne le mieux à ma connaissance, et d'après à peu près toutes les personnes que j'ai rencontrées sur ce sujet, il est tout bête, il est connu, peut-être que votre mère vous en parlait, c'est de se lever tôt et de commencer à produire un livrable avant 9 heures. Et c'est frontal, c'est un mur. Hein. C'est si vous vous fixez l'objectif non négociable d'avoir un livrable à 9 heures du matin, vous avez produit un livrable, ça peut être 2 pages d'écriture. Si c'est un livre à rendre, c'est 2 pages d'écriture. Si c'est un truc à apprendre, c'est, je sais pas, vous apprenez une langue, c'est j'ai fait 500 mots de vocabulaire avant 9 heures.
Si c'est vous vous entraînez pour vous êtes athlète de haut niveau, bah, c'est j'ai fait tant d'exercices avant 9 heures, mais d'avoir un livrable avant 9 heures, ça, je vous garantis que si vous avez fixé ça, si vous avez respecté le fait d'avoir un livrable avant 9 heures sur n'importe quel sujet, vous ne pourrez pas procrastiner. Point. Donc je ne connais pas, de toutes les expériences que j'ai eues sur la procrastination, je ne connais pas de meilleure méthode que de vous forcer d'avoir un livrable avant 9 heures. Et j'insiste, un micro-livrable. Je ne vous demande pas de finir votre livre à 9 heures. C'est ça. Vous forcez juste d'avoir un micro-livrable avant 9 heures. Alors, parfait. Je veux juste faire un petit point, Idriss, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, bon, déjà on les remercie, qui nous rejoignent. Ceux qui ont des petits soucis au niveau de la commande, apparemment Seb et Léo sont un petit peu slow, donc ils répondent à chaque personne au fur et à mesure. N'hésitez pas également à nous faire un mail au support à info, hop, je vais vous le mettre, info@mentorshow.com. C'est des soucis. Il y a également Charlotte qui traite tout ça. Donc on va traiter tout le monde un par un. Je fais un point, je vais juste te poser encore une question, puis je fais un point dans 2 petites minutes sur les 50 premiers, afin de voir où on en est. Alors, on a une autre question de... Tac, 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 tac. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Andoum, comment surmonter le syndrome de l'imposteur? En 30 secondes, Idriss, je suis désolé, je réduis un petit peu le temps de parole. Ah bah, le syndrome de l'imposteur, une des meilleures façons de le surmonter, c'est de se rappeler précisément les gens qui l'ont eu. C'est de vous souvenir que Einstein avait le syndrome de l'imposteur, que Tesla avait le syndrome de l'imposteur, que tout un tas de grands intellectuels, chercheurs et bien entendu sportifs de haut niveau ont eu le syndrome de l'imposteur. Et donc, vous devez le laisser passer. C'est comme une expiration. Vous dites pas que c'est pas normal de l'avoir. Tout le monde l'a à un moment de sa vie. Tout le monde, c'est normal, c'est naturel, parce que votre esprit n'est pas votre ami et que votre esprit vous met la pierre noire plutôt que la blanche, à savoir tu es un imposteur, tu n'as pas le niveau. Donc c'est normal, une fois que vous avez accepté que c'est normal, que les meilleurs l'ont eu, il est tellement désacralisé qu'il ne peut plus vous blesser. Alors, on a fait un petit point. Vous avez été peut-être un petit peu trop motivé parce que on s'était mis à la base une retransmission du coaching de groupe qu'on allait offrir aux 50 premiers. Vous avez littéralement explosé le score. Je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Donc, ce qu'on va faire, simplement, Seb, on va réouvrir 25 places seulement. On va traiter encore 3-4 questions. Donc, on réouvre 25 places seulement pour accéder au coaching de groupe. C'est encore quasiment encore des milliers à être dans cette conférence. Donc, ça risque de partir assez vite. Donc, Seb, si tu peux juste modifier, on réouvre suite à cette effervescence qu'il vient d'avoir. On réouvre seulement 25 places pour avoir accès donc à la retransmission du coaching de groupe. Vous le recevrez directement, enfin, vous serez alerté par email quand il sera disponible. Et puis ensuite, vous pourrez directement le retrouver dans votre espace élève à la suite de vos différentes leçons, tout simplement. Donc 25 places. Et puis je vous rappelle, l'offre spéciale, on peut économiser 100 € avant, seulement avant la fin de cette conférence, donc seulement 97 € au lieu de 197 € pour avoir un accès à vie à toute la masterclass Idriss Aberkan. Donc, Idriss, on prend encore quelques petites questions. Il y a... J'en ai vu une rapidement que je voulais prendre. Il y a une jeune personne qui me demandait comment faire son doctorat. Elle me disait qu'elle avait contacté tout un tas de gens. Madame, il vous reste la solution des thèses CIFRE. Je vous la recommande vivement. J'ai fait un de mes doctorats comme ça, CIFRE, C-I-F-E-F-R-E. Donc n'allez pas chercher des financements auprès du public, ça ne servira à rien. Allez chercher des financements auprès d'une entreprise. Vous présentez votre sujet et une boîte pharmaceutique sera ravie de financer votre doctorat, je vous le garantis. Ok, alors, on va faire un petit point. Mehdi, concrètement, comment occuper son esprit? Rapidement. Alors, il y a plein de méthodes, mais la plus simple, la plus universelle, c'est de le concentrer sur sa respiration. Donc, c'est tout con, mais c'est pas tout con. Hein, c'est 3000 ans de réflexion
par les bouddhistes, par les hindous, par les soufis, par les mystiques chrétiens, par les mystiques juifs, etc., par les Indiens d'Amérique, ont tous systématiquement conclu sur le fait que la méthode la plus basique, c'est de concentrer son esprit sur sa respiration. C'est-à-dire, imaginez que vous deviez décrire votre respiration. C'est-à-dire, tiens, par où l'air rentre? Par le nez, je le décris. Vous produisez une phrase. Parce que votre esprit a un empan limité et quand vous le remplissez avec quelque chose, il ne peut pas s'occuper de vous filer des pensées négatives. Parce que comme son empan est limité, si vous lui avez occupé les mains par décrit, par quelle narine, bon, chez les yogis ça va jusque-là, c'est décrit par quelle narine, sens-le dans les sinus, décrit. Si vous avez occupé l'esprit par décrit ta respiration, il ne peut plus rien faire d'autre. Et donc c'est la méthode la plus fondamentale. Il y en a d'autres après, hein. Ça peut être décrit ton souvenir le plus positif. Donc voilà, décris-moi ton souvenir le plus positif, décris-moi la chanson que tu préfères. Décris-moi le film que tu préfères, décris-moi ton dessert préféré, voilà, des méthodes. Ça, c'est des méthodes de méditation qui fonctionnent. Mais décrire sa respiration, c'est considéré comme la plus fondamentale et la plus générale. Alors, on reste encore ensemble 10 petites minutes. Donc, j'ai mis j'ai modifié sur la droite. Donc, dans 10 minutes, on clôt cette masterclass. Alors, on a encore une question, enfin plusieurs questions, de Joe. Comment exploiter son plein potentiel? Ok. Mais la phobie scolaire ou sociale. Ok. Donc, comment exploiter son potentiel? Mais la phobie scolaire ou sociale vous empêche d'exploiter pleinement tout votre potentiel. Donc en fait, comment en faire face à la pression sociale? Alors, comme je vous l'ai dit, un ennemi peut vous blesser ou une figure d'autorité ne peut vous blesser que si vous la laissez rentrer. Donc, on est toujours très tenté de se dire que c'est de la faute des autres et de tomber dans la facilité de Jean-Paul Sartre de dire l'enfer, c'est les autres. Mais la réalité est plus subtile, même si on a énormément de mal à la voir en face, et moi le premier, hein, parce que c'est toujours très difficile, même pour moi. Mais personne ne peut vous rabaisser si il ne trouve pas un complice. C'est la métaphore de la forteresse. Et je ne sais plus qui l'a développé cette métaphore en premier, c'était probablement Bouddha, mais l'esprit est une forteresse qui ne peut être vaincue un assaillant ne peut vaincre cette forteresse que s'il trouve un complice à l'intérieur. Et ce complice à l'intérieur, c'est votre esprit, c'est votre esprit qui n'est pas votre ami et qui vous dit tu ne peux pas, et ce type a raison. Quand une figure d'autorité vous dit tu n'as pas le niveau, tu n'es pas dans la bonne section à l'école, etc., ça ne peut marcher que si il se trouve un écho dans votre esprit à ces paroles. Et donc, je sais que votre esprit va tout faire pour vous convaincre du contraire. Et que vous direz non, c'est que les conditions extérieures, mais que ce soit Épictète ou les sages indiens des peuples premiers d'Amérique du Nord, ils s'accordent tous pour vous dire que la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, c'est notre esprit, et que vous devez éradiquer tous les traîtres qui existent dans votre esprit, et qui sont prêts à ouvrir les portes de votre forteresse, de votre empire, faites ta pensée un empire, qui sont prêts à ouvrir les portes de votre empire à des envahisseurs extérieurs qui sont les gars qui vous disent que vous n'avez pas le niveau. Alors, je vais juste faire un petit point. Alors, si vous ne retrouvez pas encore sur votre espace élève la retransmission du coaching de groupe, c'est normal. Vous allez recevoir un email, vous serez alerté dès que cette vidéo est disponible et ensuite elle s'ajoutera automatiquement à votre espace élève quand vous recevrez cet email. Seb, je viens de faire un petit point, donc il ne reste plus que 10 places pour accéder à la retransmission du coaching de groupe, donc qui est offert en plus au lieu de 187 €, en plus de la masterclass Idriss. Alors, on a également une question. Tac, 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 tac. Sonia, pourquoi l'esprit envoie du négatif? C'est de l'anxiété, des peurs. Et puis j'ajouterais, comment faire quand ces peurs nous tétanisent un petit peu. Donc, alors, quand ces peurs vous tétanisent, c'est que l'esprit a pris le dessus et que vous êtes concentré là-dessus. Bon. Donc, quand vous êtes tétanisé, et c'est encore une fois cette métaphore que J.K. Rowling utilisait dans Harry Potter, les détraqueurs dans Harry Potter, ils tétanisent.
il tétanise en vous faisant vous concentrer uniquement sur les pensées négatives et sur les souvenirs les plus abominables, les plus difficiles de votre vie. Et il vous tétanise. Et pour sortir de cette tétanie, il faut être capable de vous concentrer sur un souvenir très positif. Et le caractère positif de ce souvenir est à la hauteur de la profondeur de cette tétanie. Donc c'est important chez chaque humain d'avoir une sorte de petit catalogue dans sa tête qui peut sortir à tout moment, un petit peu comme un snack. Vous voyez là, j'ai commencé mon truc, je me faisais un petit peu de Coffee Pixel. Bon, j'insiste, je suis pas payé par cette société, c'est juste des potes, j'aime bien ce qu'ils font, mais j'en avais un sur mon bureau pour me concentrer sur le cours. Et c'est un snack, bon, c'est format snack. Ayez des snacks de souvenirs. Et des snacks de souvenirs. C'est un petit sac, un petit sachet avec un souvenir positif que vous puissiez être capable de ressortir dans un moment de tétanie. Un examen, un concours, un entretien d'embauche, un truc difficile. Ayez un snack de souvenirs positifs. Et c'est souvent les souvenirs qui sont liés à la maman. Hein. C'est pas pour rien qu'en islam on dit le paradis est sous le pied des mères. Les souvenirs liés à vos mères, en général, c'est un excellent moyen de. C'est pas aussi pour rien que les soldats, quand ils se font blesser à mort, ils crient maman. C'est une réalité qui est profonde et que tous les gens qui ont été au feu pourront vous décrire. Donc, ayez des snacks de souvenirs positifs. Maintenant, pour répondre à la première partie de la question qui est pourquoi ? Eh ben ça, pourquoi ? Ça, c'est vraiment pourquoi la condition humaine, quoi. Pourquoi, dans ce bas monde, on doit lutter contre notre propre esprit ? Je ne peux absolument pas répondre à cette question. Tout ce que je peux répondre, c'est que c'est notre condition. Alors, la condition humaine, c'est de lutter contre son propre esprit. Et il n'y en a pas d'autre. Alors, on avait une question. Idriss, si tu peux juste refaire un petit point là-dessus, quelle est la différence entre cette formation-là et peut-être d'autres formations que tu as donc, comme je l'ai dit, c'est ce que je considère comme mon segment premium, c'est-à-dire qu'en termes de pureté, celle-là est la plus pure. Mais c'est aussi la première qui présente en détail, de façon travaillée, la méthode SENHELP, à laquelle je consacre que 2-3 pages dans mon livre Libérez votre cerveau. Je ne donne pas de méthode concrète. Donc celle-là, elle poursuit, la méthode SENHELP, c'est le dernier chapitre de Libérez votre cerveau et c'est quelques pages. Et celle-là, en fait, c'est comme si j'avais fait 3 chapitres de plus de Libérer votre... Enfin, plus que ça, en fait, puisqu'il y a 18, je considère qu'un chapitre, c'est à peu près 2 parties de cette méthode, il y en a 18. Donc, ce serait plutôt 6 chapitres de plus, mais surtout qui soient concrets et qui soient avec des expériences et des expériences que j'ai vécues après avoir sorti le livre. Donc, elle s'adresse tout de même à des gens qui sont sérieux, quoi, hein. J'insiste, désolé, je ne sais pas de faire du marketing inversé, mais n'achetez pas cette formation si vous n'avez pas un objectif en tête, si vous n'êtes pas dans un but précis de formation, de développement personnel en ce qui vous concerne. Elle n'est pas casual, c'est la BMW de mes formations. Alors, Sébastien, simplement, il reste plus de place disponible pour accéder au bonus spécial. Évidemment, ceux qui sont juste en train de commander dans les 2-3 minutes, ne vous inquiétez pas. Si vous étiez en train de remplir le formulaire, vous êtes bien, c'est bien petit. Ce que je te propose, Idriss, c'est que tu fasses une petite conclusion. Il nous reste moins de 3 minutes. Et puis en 3 minutes, forcément, l'offre spéciale webinaire va prendre fin. Je te laisse conclure sur quel serait peut-être, premier point, si tu devais retenir vraiment un conseil qui est le conseil qui t'a le plus peut-être aidé à exploiter ton potentiel, quel serait ce conseil? Puis après, je te laisserai conclure comme tu as envie de conclure. Retenez encore une fois votre copain de galet. Hein. Ce webinaire et la formation, ils partent de ça, quoi. Votre esprit n'est pas votre ami. S'il n'est pas occupé avec quelque chose que vous lui avez donné, c'est quand même la seule force que vous avez. Ça aussi, c'est dans Épictète. Épictète était esclave. Hein. C'est lui qui a dit ce monde se divise en 2 catégories d'événements, les événements que vous pouvez contrôler et les événements que vous ne pouvez pas contrôler. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre esprit, puisque lui était esclave, il ne pouvait même pas contrôler sa vie. Donc, en dernier recours, la seule chose qui est sous votre contrôle, c'est votre esprit. Eh bien, la seule liberté que vous avez en tant qu'humain, c'est de décider à quoi vous occupez votre esprit. C'est de décider ce que vous donnez à votre esprit. Donc, il y a un cas dont je parle dans ma formation, qui est un type qui avait été pris en otage et tous les jours, pour survivre,
il s'imaginait dans une ferme et il visualisait ses vaches, il visualisait, et ça lui permettait de survivre à des conditions matérielles atroces qu'il ne contrôlait pas puisqu'il était otage, mais il réaffirmait comme ça le contrôle sur la seule chose qu'il pouvait encore contrôler, à savoir son esprit, et donc il imaginait une ferme et une vie agréable, etc. Bah, en dernier recours, dans cette vie, la seule liberté que vous avez, c'est de choisir ce à quoi vous occupez votre esprit. C'est tout, vous n'en avez pas d'autre. Eh bien, maintenant que vous le savez, pratiquez-le. Écoute, merci Idriss pour ce partage. Ce que je te propose, c'est qu'on conclue. Moi, je souhaiterais tout d'abord remercier tous les participants et puis notamment Idriss, toi, pour avoir donné cette conférence. Et puis aussi, je souhaiterais remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui ont fait confiance à Idriss, tous ceux qui ont fait confiance à Mentor Show. Donc, on répond à toutes vos questions. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont passé commande, qui ont rejoint le cours en ligne, la masterclass d'Idriss. On traite vos questions une par une. Donc, ne vous inquiétez pas si on met un petit peu de temps à les traiter. Vous êtes en tout cas sur la liste. Je vous remercie du fond du cœur. Idriss, je te laisse conclure là-dessus. Non, c'est moi qui vous remercie tous. Hein. Voilà, je suis ravi. L'enseignement, ça permet aussi de clarifier ses idées. Et donc, pour moi, préparer des cours, c'est très important parce que on ne maîtrise un sujet que quand on l'enseigne. Enfin, on ne maîtrise jamais vraiment un sujet d'ailleurs, mais on va sur la voie de la maîtrise d'un sujet par l'enseignement. Donc, pour moi, ça me permet vraiment de clarifier mes propos et de progresser perpétuellement. Et donc, je serais ravi, avec vous tous et toutes de la communauté, de déterminer par un vote sur quoi devraient porter mes prochains cours. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément, que vous me disiez. Sur quoi vous voudriez que mes prochains cours portent. Là, je peux vous le dire déjà tout de suite, les 3 thèmes que j'ai shortlistés. Il y aurait la culture générale, comment se constituer une culture générale pour pouvoir être capable de faire face à toutes les situations, entretien d'embauche, dîner, etc. Comment se constituer une culture générale. De la même façon, il y aura un cours sur comment faire un bon talk, une bonne présentation, quelles sont mes méthodes pour faire une bonne présentation et comment je les ai construites. Et puis, un sujet qui me tiendrait énormément à cœur, ce serait comment s'inspirer des grands boxeurs. Je vous ai beaucoup cité la Mohamed Ali, George Foreman, mais en fait, je me suis plongé dans ce sujet historique pendant des mois et j'en ai tiré des leçons que je considère comme très puissantes et que je commence déjà à utiliser, comme vous l'avez vu en webinaire. Eh bien, faire un cours approfondi sur comment l'âge d'or de la boxe nous inspire sur tout le coaching d'une façon générale et au-delà, bien entendu, des sportifs de haut niveau, mais dans l'entrepreneuriat, dans le salariat et dans le personnel, dans la créativité aussi, la recherche que vous voulez, dans tout le développement humain, eh bien ça, c'est quelque chose que j'ai shortlisté aussi. Donc voilà pour l'instant la shortlist que j'ai. Culture générale, comment faire une excellente présentation ou l'âge d'or de la boxe. Et dites-moi s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. De toute façon, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des petits sondages, comme ça permettra à tout le monde. Un grand merci à tous. Idriss, on conclut. Je te laisse donc te déconnecter. Je vais faire également de même. Encore une fois, un grand merci. Et puis, on se retrouve directement pour la masterclass d'Idriss, que vous pouvez suivre en illimité. Alors, juste avant, il y avait une petite question. Je vois Sonia qui posait un livrable, c'est quoi? Donc, Sonia, pour parler de la procrastination, un livrable, c'est juste un objectif que tu t'es fixé. Par exemple, moi, je fais encore du journalisme. Un livrable, c'est un bout d'article. Un paragraphe d'article, c'est un livrable. C'est quelque chose que j'ai livré pour telle heure. Et un livrable, c'est ça. Donc, pour répondre à cette question sur la procrastination, voilà ce que c'est un livrable. C'est un truc que vous vous engagez à livrer pour une heure précise. Allez, ciao. Merci à tous. Au revoir, Idriss. Salut.